Bonjour, bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous écoutez. Bienvenue dans l'autre football, le podcast du site Lucarne Opposé, l'émission radiophonique des Globetrotters du foot, pardon. Et avant d'entamer les hostilités, je vous rappelle comme d'habitude maintenant, chères auditrices et chers auditeurs, que l'autre football est désormais disponible sur iTunes et sur YouTube en plus de Mixcloud, et que bien entendu on vous invite à nous suivre et à partager nos podcasts, comme on vous invite également d'ailleurs à aller tout simplement sur le site d'origine de toute notre petite équipe, le fameux site Lucarne Opposé, et à venir lire nos articles. L'autre football spécial Libertadores aujourd'hui pour ce numéro 12. La prestigieuse Coupe continentale a en effet passé le stade des quarts de finale qui opposait, on le rappelle, l'Argentin, le mythique, le grand River Plate contre le grand Jorge Wilstermann. L'autre quart de finale qu'on avait, c'était donc Santos-Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil, pour ceux qui l'ignorent, se trouve en Équateur, dans la ville de Guayaquil donc. Et Santos, voilà, si vous ne le savez pas quand même, messieurs, vous vous intéressez un petit peu à l'Amérique du Sud. Santos est un club mythique brésilien. Ensuite, nous avions deux duos de même pays, deux affrontements de même pays. L'un purement argentin entre San Lorenzo et Lanús. Dont on arrêtera un jour de rire, même si ça fait toujours bizarre de prononcer le nom de cette équipe, qui en plus ne prête absolument pas à rire, parce que c'est une très bonne équipe, qui fait régulièrement de très bonnes performances. Et enfin, le dernier quart de finale était opposé deux équipes brésiliennes, le Botafogo de Rio et Grêmio de Porto Alegre. Alors, pour revenir sur l'ensemble de ces rencontres, me voilà, ma foi, fort bien entouré, comme d'habitude, en commençant par el gran patron des Lucarnes Opposées, monsieur Nicolas Hugo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola Simón, muy bien. ¿Y tú? Bien, pues, andale. Nous serons également accompagnés du plus français des Racingmen gauchos. On ne parle pas des Racingmen de la porte de Saint-Cloud, Colombes, je ne sais quoi. On parle là des Racingmen qui partagent les mêmes couleurs, mais des Racingmen de Buenos Aires. Monsieur Rodolphe Wilhelm, ¿qué tal, boludo? Che. Hola, un abrazo a todos y viva la academia. J'ai entendu quelqu'un rire. Ouais, non, mais tout de suite, dedans, quoi. Un abrazo a Lika, un abrazo a Diego et todo. Du calme. Et pour compléter cette équipe, ma foi, le Condor, en un mot, de Lucarne Opposé, Thomas Alain, todo bien, Tom? Super bien. On est en train d'attendre le Brésil à La Paz, le Brésil qui vient demain jouer. Ravi d'être de retour dans le podcast. Super, on est ravis que tu sois de retour aussi, Tom, et on sait qu'on te suit sur Twitter avec ton compte Football Olivian, qui ma foi est le meilleur en termes d'actualité sur direct, on va dire, sur le football bolivien, parce qu'après il y a Lucarne Opposé, bien sûr, avec les résultats du championnat et la sélection. Et on sait que tu vas souvent dans les stades en ce moment et tu nous fais des super comptes rendus, et notamment en termes c'est gentil. Et notamment en termes d'ambiance, puisque après tout, si on fait des comptes rendus écrits, c'est plus pour maintenant qu'il y a YouTube et tout, vous pouvez voir les buts, chers auditeurs et auditrices. Tout le monde a le résultat. YouTube, voilà, nous, ce qui nous importe, c'est vraiment vous donner l'essence, l'ambiance, comment on vit dans les stades du monde entier, puisqu'il y a aussi, on est aussi en Afrique avec Lucarne Opposé, et en Asie et en Amérique du Nord. Sans plus tarder, messieurs, je vous propose de ne pas faire chichi et débuter par le match de ces quarts de finale. Ma foi, désormais historique, River Jorge Wilstermann. Donc je vais rappeler rapidement, douloureux. Je vais rappeler rapidement. Moi j'ai bien aimé. Ça dépend de quel point de vue. Je vais rappeler rapidement les faits. Donc voilà, nous avons ici à ma gauche du ring un monument du football d'Amérique latine, River Plate, et le gigantesque argentin qui a déjà plusieurs Libertadores à son compte, qui est l'équipe la plus titrée d'Argentine. En termes de championnat, je ne crois pas dire de bêtises, après tout confondu, je ne sais pas. Donc voilà, un monstre. Et à ma droite, le petit Jorge Wilstermann, petit club bolivien. Petit club bolivien, c'est souvent un pléonasme, mais voilà, on a vu le Bolivar il y a 2 saisons, je crois, qui nous avait fait une petite surprise. Et là, la surprise de Bolivie, c'était donc les aviateurs de Jorge Wilstermann. Et une fois de plus, au match aller, Jorge Wilstermann s'impose 3-0 contre le Grand River.
Donc, eh bien évidemment, on lâche le mot dans la presse argentine. Qu'est-ce qu'on lâche comme mot à ce moment-là dans la presse argentine pour le match retour? Ah bah, on parle de... Remontada. On est d'accord, on l'a joué catalane. C'est le même mot, il n'y a pas de... voilà. Il est rentré dans le dictionnaire du foot maintenant. Oui, je pense, oui. Ouais. Je pense qu'il a été assez historiquement validé. Et au match retour, ma foi, exploit, puisque River devait donc gagner au moins 4-0 pour directement l'emporter. Et eh bien, qu'est-ce qui s'est passé, messieurs? Eh bien, River a tout simplement écrasé Jorge Wilstermann 8-0 avec un quadruplé de Montada. Nachos Coco. Et un quintuplé même, pardon, de Nachos Coco. Et voilà, quoi, match qui rentre dans l'histoire. Messieurs, avez-vous tous vu ce match? Oui. Ouais. Oui, nous J'ai même avons vu ce match. Nous avons vu commenté pour SFR Sport. C'est Oh là tout à là. fait, Ouais. la classe. Donc dès le Eh début ben, du oui, match, Et voilà, et match absolument à ne pas perdre, puisque comme tu le dis, vas-y Thomas, dès le début du match. donc il y a évidemment eu les 3 buts qui sont arrivés très rapidement. Au bout de 19 minutes de jeu, il y avait 3-0. Et on a senti que ça pouvait aller très loin, tant River maîtrisait son sujet, et tant Wilstermann était justement, à l'inverse, complètement à côté de la plaque, à côté de son match, par rapport au match aller. Alors moi, je vais lâcher une question cash, puisque Ouais. ça a été évoqué, et que forcément, on peut se poser la question. Grosse faille mentale des Boliviens, qui avaient pourtant été, voilà, ça avait été leur principale force sur toute cette Copa Libertadores, c'était leur gros mental défensif dans les matchs retour. Alors, est-ce qu'il y a eu faille mentale, comme tu le dis, où ils étaient complètement à la rue dès le départ, ou est-ce qu'il y a anguille sous roche, suspicion? Est-ce qu'il y a intrigue? Bon, c'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a existé, des polémiques ont existé, déjà avant le match, puisque c'était un arbitre chilien, et 2-3 jours avant le match, ils ont décidé de changer d'arbitre, donc le CONMEBOL a décidé de changer d'arbitre, ce qui a fait un petit peu beaucoup parler en Argentine et en Bolivie surtout, et notamment il y a un ancien joueur, grand gardien paraguayen, José Luis Chilavert, qui n'a pas hésité à dire sur Twitter, pas jouer contre River Plate, mais ils allaient jouer contre le CONMEBOL. Donc là, la petite polémique a commencé à partir de là. Après, le match a commencé. L'arbitre, il a fait un match correct, mais ils ont tellement fait un mauvais match qu'on peut pas parler d'erreur d'arbitrage pour ce cas-là. Ouais, on est d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Qu'est-ce que tu en penses, Nico? Ouais, enfin bon, après, Chilavert a fait du Chilavert, dès qu'il peut mettre une boîte à la CONMEBOL, il s'en prive pas. Donc bon, voilà, après, c'est vrai que l'argument de l'arbitre était assez rigolo, hein, parce que remplacer l'arbitre, l'arbitre c'est quand même soi-disant blessé en testant l'assistance vidéo, hein, faut y aller quand même. Bon, bref. Et donc la polémique, elle est partie de là. Après, on s'attendait à ce qu'il y ait comment dirais-je, le grand argentin qui soit favorisé par l'arbitre. Le fait est qu'on peut tout de suite éliminer l'arbitre parce que franchement, sur l'entame de match, l'arbitre n'a joué aucun rôle. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aime bien les théories du complot, en fait. En général, ça me fait souvent rire. Là, ça me fait sourire. D'accord, River a maîtrisé. River a un maximum d'efficacité sur l'entame de match quand même. À l'image du 3e but, le centre raté qui termine en but. On est tout à fait d'accord, ouais. Qui part du côté gauche, lancé. c'est une espèce de centre qui passe un peu, pas entre toutes les jambes, mais qui est un peu à mi-hauteur. Ouais. Et que en fait personne ne touche et qui finit sa course dans le petit filet. Voilà, c'est vraiment là pour le coup, c'est pas de bol pour. C'est ça, il y a un maximum de chance un maximum d'efficacité. À l'aller, ils ont beaucoup moins d'efficacité. Escoco, il en a pris plein la tronche à la fin du match aller parce qu'il en vendange quelques belles. Le 3-0 de l'aller était sévère. Le 3-0 de l'aller était déjà sévère. Je veux dire, ça peut finir à 3-2, sans problème. C'est vrai qu'il en avait pris énormément dans la presse en Argentine. La Hincha de River, tu me contrediras si je me trompe, mais Escoco à l'aller, c'était le pire joueur, quoi. Avant le match retour, c'était un attaquant qu'ils avaient repris du Newell's, mais sans plus, qu'on n'en attendait pas non plus de trop avec lui pour le match aller-retour de Libertadores. Donc c'est vrai que là, au match aller, c'était lui l'homme à tuer ou à mettre sur la place publique. Et puis le match retour, c'est lui l'héros. Et puis c'est lui maintenant le meilleur buteur de la Libertadores sur les clubs qui restent. Donc c'est assez. Après, ça c'est autre chose que j'avais demandé. Ouais. Du coup, Nachos Coco, on le sait pour les suiveurs du championnat argentin, c'est un très bon buteur du championnat argentin. Voilà, un bon buteur local.
mais là, du coup, il se retrouve complètement devant de la scène. Est-ce qu'il était, comme tu le dis, vraiment, est-ce qu'on peut vraiment parier sur le 100% de réussite et le gros power-up, flèche rouge, étoile de Mario Kart, enfin comme vous voulez, ou est-ce que vraiment là, il a passé un cap, enfin voilà. Pour moi, non. On peut pas dire qu'il a passé un cap. Pour son âge en plus, c'est pas, tu vois, il lui reste pas 15 ans de carrière, quoi. Ouais, non. Après, ça fait plusieurs années que River tournait autour de Skoko. Je crois qu'il y a 2-3 ans déjà, il devait signer. Ça s'était pas fait. Skoko, ça a toujours été un super buteur, hein. Franchement, voilà. Ça, on peut pas remettre ses qualités en cause. Je veux dire, il a pas explosé sur ce match face à Wilstermann, hein. Skoko, on l'a déjà vu. Newell's fait une grosse campagne de Libertadores avec un grand Skoko, hein. Donc, c'est un grand buteur. Mais tu vois, c'est un peu, on en reparlera après quand on abordera le cas de Lanús. Mais c'est des mecs comme José Sandk, en fait. C'est des mecs qui sont pas forcément très connus, mais c'est des vraies machines à but. Après, Skoko, il s'est pas fait critiquer parce que River l'a signé là. Après, on passe. Voilà, River passe d'un duo Alario Driussi à Skoko Santos Borré. Le tout quand tu arrives dans le sprint final de la Libertadores. Donc forcément, ça pique un peu. Et si en plus, ils te font, alors Thomas me contredira peut-être, mais je sais pas, mais si en plus ils te font le match qu'ils ont fait à l'aller à Wilstermann, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près raté tout ce qu'ils pouvaient rater, à part les coups d'envoi, et encore, c'est pas sûr. Forcément, il faut qu'ils s'attendent à en prendre plein la tronche. Et les mecs, ils sont à River. À River, tu rates un match, c'est mort. D'ailleurs, en parlant du match aller, quelle est, selon vous, été la grande différence tactiquement entre, en ce qui concerne les Boliviens puis les Argentins? On va commencer par les Boliviens, par Thomas d'ailleurs. Quelle était la grande différence tactiquement, s'il y en a une, entre le match aller et le match retour pour toi? Les hommes de Wilstermann, les hommes de Mosquera, le Péruvien, ont décidé de jouer à 5 derrière, avec des hommes qui avaient peu l'habitude de jouer à 5 derrière, justement. Ce qui fait qu'ils ont eu du mal à se réorganiser. Et à partir de là, ça a été difficile d'en sortir. Et les River a complètement changé. Et voilà, les offensives de River ont été pleines de réussites. Ils avaient eu des occasions, River Plate, mais ils n'avaient pas réussi à les concrétiser. Et à l'inverse, Wilstermann avait réussi justement à avoir plus de réussite. Donc au final, cette défense à 5 que Mosquera a mis en place au match aller a pris l'eau tout de suite. Ouais, mais ce qui est étonnant, c'est que Jorge Wilstermann, ils ont fait ce coup-là de la grande muraille bolivienne, la grande cordillère des Andes au match retour à l'extérieur. Ils ont fait le coup. Ils ont fait le coup contre l'Atlético Mineiro en huitième de finale. Ils avaient fait le coup en groupe à Allianz Parque contre Palmeiras, qui était largement favori, en tout cas contre eux à la base. Jouer comme ça, complètement regroupé derrière, c'est justement ce qu'avait fait enfin à l'extérieur surtout, c'est ce qui avait fait leur force pourtant. Exactement, ils avaient leur force défensive et surtout la prestation de leur gardien avait été exceptionnelle lors du huitième de finale. Et là, ils ont pris l'eau tout de suite. Et en fait, après, ils n'ont pas su se remobiliser parce qu'ils n'avaient pas eu l'habitude de prendre l'eau comme ça. Et là, il a fallu aller marquer. Et du coup, ils n'étaient pas assez armés. Du coup, ça n'a pas marché. Pardon, ils ont quand même un fait de jeu qui va contre eux sur le match retour face à River, c'est qu'ils perdent Aponte au quart d'heure. Et ils prennent un but alors que Aponte est en train de se faire soigner sur le côté. Et ça fait voler leur défense à 5 aussi. Et après, derrière, pour se remobiliser, ça a été très, 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 très compliqué. Ouais. Et ça, ils n'ont pas connu dans les autres rencontres. Ils n'ont pas pris de but. Ils ont réussi à ne pas encaisser de but. Donc, dans la première demi-heure, dans la première mi-temps, ce qui fait qu'ils ont pris confiance. Ils ont gardé un bloc défensif pendant tout le match. Et c'est à partir de là qu'ils ont réussi à obtenir un 0-0 contre l'Atlético Mineiro. Avec évidemment, il le faut, l'aide des montants et puis un gardien en état de grâce, car la mayonnaise n'a pas du tout prise. J'avais une question pour Thomas. Je sais que je vais faire un peu l'avocat du diable, mais on parle donc du club bolivien et donc qui joue à Cochabamba. Je voulais savoir le match aller. Je sais que je vais encore faire l'avocat du diable avec l'altitude, mais est-ce que tu penses que ça a aussi aidé l'équipe de l'Aviator à gagner avec ce score de 3-0 ou c'est toujours la même excuse? On dit ça lorsque l'équipe adverse perd. Comment ça se passe? Je sais que c'est pas la même altitude que par exemple que La Paz ou une autre ville en Bolivie, mais je pense que c'est quand même plus de 2000 mètres d'altitude, Cochabamba. C'est ça, La Paz est à 3600 et Cochabamba est à 2500. Donc c'est aussi psychologique cette exclu. Donc ça joue dans les organismes, c'est clair. Mais il y a aussi un petit facteur psychologique, un petit facteur qui fait peur lorsqu'on va jouer à Cochabamba, lorsqu'on va jouer à La Paz. On appréhende vraiment beaucoup. C'est pour ça que la plupart des équipes viennent juste 5-6 heures avant le match pour pas que l'organisme vienne directement. Et même moins. Demain, le match est à 16h et les Brésiliens vont arriver à La Paz à 13h, 13h30. Donc l'organisme forcément doit s'adapter. Ouais.
Mais après, il y a aussi la crainte psychologique qui, pour moi, aussi a un rôle important. C'est une grosse ambiance à Cochabamba comparé au stade de La Paz où c'est plus local, il y a moins de personnes, moins d'ambiance dans le stade. Il y a 2 clubs. Il y a un club qui est en 2e division qui s'appelle Aurora, qui va justement monter l'année prochaine. Okay. Et c'est presque le club phare de la ville, en fait, alors qu'il est en 2e division. Et là, évidemment, pour le match face à River, c'était le match, et même plus de la décennie, presque du siècle pour les joueurs de Jorge Wilstermann. Donc le stade était plein, il y avait une grosse ambiance. Mais si le club reçoit l'équipe bolivienne en championnat, le stade sera à moitié vide, il y aura peut-être 10 000 personnes, et ça sera une ambiance différente. D'accord. Et du coup, on va passer par contre du côté River là, concernant la tactique del señor, du maestro Gallardo, qui, ma foi, petite parenthèse, quel coach ce Gallardo et quel palmarès il est en train de se constituer après seulement quelques années d'expérience et aussi jeune. C'est un jeune coach. Enfin, il a 40 ans quand même. Je sais pas. Oui, il les a passés. Il les a passés, mais il y a peu quoi. Enfin, ça reste un jeune coach. Ouais. Et alors, quelle a été la grande différence tactique de leur côté ou mentale par rapport au match aller, au match retour? La différence tactique, on l'a vu dès le départ, c'est qu'il est parti sur une défense à 3 centraux. Pinola, Maïdana et j'ai mangé le dernier, à chaque fois je le mange, Montiel. Et Bernard. Voilà le cousin argentin. Et surtout, sans aucun arrière latéral, il n'y avait aucun joueur de couloir derrière, donc c'était une vraie défense à 3. C'était un peu, alors là, ça fait appel aux vieux souvenirs. C'est un peu ce qu'avait fait Sampaoli avec l'Universidad de Chile quand ils avaient joué le Deportivo Quito. En 2011. 2011 ou 2012 ? Quand ils gagnent la Copa Sudamericana ? Non, c'est 2012, c'est en Libertadores, ils avaient pris 4-1 à Quito. Et donc, tu vois, ils avaient en retard de 3 buts à remonter et ils avaient fini le match à 2 défenseurs. La différence, c'est qu'il avait un peu des joueurs de couloir et ils avaient gagné 6-0. Ils avaient mis un gros carton. Il y avait 3-0 à la mi-temps, je crois, si je me rappelle bien. Et Sampa avait fait un système ultra offensif où, en phase offensive, ils avaient une ligne de 6 devant, carrément. Et ce qu'a fait Gallardo face à Wilstermann, c'est plus ou moins la même chose. On a vu une action, je crois que c'est le 2e but, si j'ai bonne mémoire, ou peut-être le but d'Enzo Pérez, c'est Montiel qui fait le centre, et à la base, à l'origine, il y a un centre qui vient de la gauche, qui venait de Pinola, c'est-à-dire que les mecs, ils étaient à 3 derrière, mais Pinola et Montiel jouaient les hommes de couloir, c'est-à-dire que parfois on les trouvait ailiers, c'était assez hallucinant. Donc en parlant, River a fait du ultra offensif, le but du jeu, c'était d'étouffer Wilstermann le plus vite possible, et de les étouffer pendant le plus longtemps possible, et ça a parfaitement fonctionné. Les Boliviens qui ont pris un ouragan n'arrivaient pas à sortir de leur camp. C'était assez impressionnant sur ça. Donc tactiquement, ça a changé ça. Et cette défense à 3, ça a tout changé pour River. Et cette tactique vient quelque part. Cette tactique vient River est pris 3-0 à l'aller. Par exemple, l'Atlético Mineiro n'avait perdu que 1-0 à l'aller, donc on garde une tactique un peu plus classique, on va dire. Ouais. Mais là, comme ils avaient perdu 3-0, il fallait jouer le tout pour le tout. C'était à ça que Wilstermann n'était pas prêt à avoir autant de rafles successives. Parce que, par exemple, l'Atlético Mineiro, il y avait eu, pour l'histoire, 1-0 au match aller. Donc l'Atlético Mineiro n'avait qu'un but à remonter, entre guillemets. Et à la fin du match, où il restait très peu de temps, justement, là, jeter leurs dernières armes, leurs dernières forces. Et là, River devait, dès le début du match, se mettre en position offensive. Donc ça a été la différence aussi par rapport à la rencontre entre Wilstermann et Mineiro des 8e de finale. Je suis d'accord avec ça. Après, pour avoir aussi assisté aux rencontres contre les Brésiliens, forcément, un peu plus, où voilà, j'avais un œil dessus, notamment d'ailleurs le retour au Mineirão dans lequel j'étais invité au Mineirão ce jour-là, par l'Alliance française, voilà, mais qui se la pète, quoi, j'ai des connexions, moi, messieurs, s'il vous plaît. Et les valises. J'ai les valises. C'est les valises. Bref, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce que j'avais eu comme sensation avec Jorge Wilstermann, c'est que c'est le facteur mental avant vraiment le facteur tactique était vraiment très important. C'est-à-dire que même avant de penser jeu offensif de River, etc., enfin si, ça a sûrement énormément joué sur les 10 premières minutes. C'est surtout que tu sentais que c'était typiquement l'équipe de coupe, comme on en trouve parfois d'ailleurs dans les coupes de France, des choses comme ça, qui plus les minutes passent,
Voilà, plus les minutes passent, plus ça va être proportionnel. Plus les minutes passent, plus ça va être dur pour l'équipe en face, pour le favori. Plus les minutes passent, plus cette équipe va être solidaire, plus cette équipe va être retranchée, va être sûre de son fait, etc. Et tu sentais qu'il y a un but. Tu le sens vraiment, qu'ils étaient toujours contre Palmeiras, c'était le cas déjà en poule, contre l'Atlético Mineiro, ça a été le cas aussi. Tu sentais vraiment qu'ils étaient sur la brèche en permanence et que voilà, ils étaient à la limite de craquer, mais qu'ils avaient ce petit supplément d'âme. Et tu sentais que si cette petite barrière se brisait, en l'occurrence se prendre un triplé de Nachos Coco en 3 minutes, bah voilà, ça te fait voler en éclats tout ça, et après bah voilà quoi, t'as toute la faiblesse de l'équipe qui revient, qui te repète à la tronche quoi. Et puis après, non, juste pour dire, il faut aussi parler du facteur du stade aussi, l'ambiance qu'il y avait, c'était aussi oui, avant, une ambiance, t'as les 11 de Jorge qui sont arrivés sur le terrain, je pense sans les Corones quoi, je veux dire ils étaient déjà, ils savaient ce qui allait se passer, je pense, tu vois. Je sais pas, mais c'est vrai que le Monumental, il avait mis le petit plat dans les grands là. C'était quand même waouh. Ah bah ouais. Si vous voulez une anecdote, donc on commentait le match en direct et en fait on ne s'entendait pas dans les casques. Donc généralement, tu vois, t'as toujours des réglages possibles. Le mec en régie il peut te régler l'arrivée du son qui arrive du signal qu'on t'a envoyé et tout. En fait, ça saturait le signal qui était envoyé. Saturé, donc on ne s'entendait pas. Il y avait tellement de bruit dans le stade qu'on ne s'entendait pas. Et avant de prendre l'antenne, donc nous on a vu le recibimiento qui est pas passé à l'antenne, mais on s'entendait pas du tout en fait. Donc et à la fin du match, en fait, on a presque gueulé tout le match. C'est la première fois qu'à la fin d'un match que je commente sur la chaîne, j'ai mal à la gorge. On s'entendait pas en fait. On s'entendait pas du tout. Et ça, c'était dingue. Mais après, voilà, il y a clairement un facteur ambiance. C'est l'Atlético Nacional, quand ils perdent en finale de Sudamericana, Osorio, qui était le coach à l'époque, il a dit on a perdu à cause du stade. Tigres, quand ils perdent contre River en finale de la Libertadores, ils l'ont dit aussi, que l'ambiance a fait quelque chose de fou. Et bah dernière question, plutôt, j'imagine que c'est plutôt Nicolas qui va répondre, peut-être que Rodolphe et Thomas aussi, mais là on va parler un petit peu anthologie. J'ai beaucoup entendu au Brésil, comme sur certains médias argentins, vraiment que c'était un match historique pour toute l'histoire de la Copa Libertadores. J'ai envie de dire à quel titre ? Bah sur l'écart. Ne serait-ce que sur l'écart. Alors le côté remontada, tu vois, voilà, j'utilise le mot. La dernière en date, c'est celle dont je parlais, c'est là où, c'était le 6-0 après avoir pris 4 à l'aller à Quito, ils avaient pris 4-1. Mais après, tu regardes juste l'écart du score, 8-0 en Libertadores, c'est le plus gros écart en termes de différentiel, c'est 9, tu vois. C'est River face à Universitario, déjà des Boliviens en 70, ouais, c'est ça. Et c'est Peñarol qui met 11-2 à des Vénézuéliens en 69, je crois, ou 70 par là. Et voilà, même époque. Mais tu vois, on parle d'une époque, qu'est-ce qu'il y a 50 ans, presque au début de la Libertadores, elle avait même pas 10 ans à l'époque. Donc, ne serait-ce que par l'ampleur du score, c'est historique. Le fait que River remonte un retard de 3-0, c'est déjà un exploit en soi, entre guillemets. Le fait qu'il le fasse en mettant 8, et franchement, à un moment, je sais pas ce qu'en pense Thomas, mais à un moment, j'ai pensé que ça allait beaucoup plus loin, que ça irait beaucoup plus loin. Et oui, moi aussi, j'ai eu très peur, parce qu'ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés quand ils ont commencé à faire les changements, à 20 minutes de la fin. Mais heureusement, parce que ça aurait pu faire vraiment 11-12 buts, ça aurait pu aller très très loin, j'avais très peur aussi. Ouais. Concernant le côté historique, concernant le côté bolivien, c'est, on va pas dire fréquent, mais ça arrive souvent que des clubs boliviens réussissent à faire des performances à domicile, comme Bolivar, face au Neymar de Santos il y a quelques années. Neymar, plutôt il y a quelques années, vous avez gagné 2-1 à La Paz et il s'était fait exploser 8-0 au match retour. Donc c'est arrivé souvent dans l'histoire bolivienne qu'ils prennent des roustes comme ça en dehors de leur terre. Ouais. Bah Bolivar avait pris 5 à San Lorenzo en demi-finale de Libertadores. Demi-finale, exactement. Ouais. Eh ben merci messieurs, voilà, vraiment pour ce match, il me semblait logique de commencer par ce match qui par le futur vainqueur, par le futur vainqueur, comme tu y vas tout de suite. Peut-être, c'est quand même une sacrée bestia ce River. Mais voilà, ça me semblait logique de commencer par ce match-là qui, voilà, comme on l'a dit, qui est rentré dans l'histoire de cette compétition. Et si vous l'avez raté, eh ben vous avez raté un grand moment. Voilà, je vous le dis, et je vous conseille d'aller voir un gros replay sur YouTube, il y en a bien sûr. Le replay va être long.
voilà, le replay va être long pour ce qui est du match, mais aussi, voilà, en n'oubliant pas le recebimiento pour voir le Monumental s'embraser. C'est vrai que c'était tout simplement incroyable. Je vous propose ensuite de nous pencher sur l'autre surprise de cette Libertadores 2017, un peu moins en petit pousset que Jorge Wilstermann, notamment de par ce qu'ils ont montré sur le terrain. Je parle bien sûr de ce qui est maintenant la bête noire des clubs brésiliens dans ce tournoi, les Équatoriens du Barcelona de Guayaquil. Pour rappeler un petit peu leur parcours, pourquoi je parle de bête noire des Brésiliens, tout simplement parce qu'ils se sont farcis les uns après les autres, chaque club, chaque favori brésilien, chaque gros club. Déjà, ils avaient eu seulement Botafogo en poule, où il me semble avoir que le résultat était un match nul ou une victoire de Botafogo à Guayaquil, mais par contre une victoire du Barcelona à Rio. Donc voilà, j'ai eu une belle performance. Et ensuite, 8e de finale contre Palmeiras, archi favori initial parmi tant d'autres, mais voilà, un des très très gros favoris de la compétition, qui se fait sortir au penalty 1-0 après une victoire à 1-0 Barcelona chez lui et une victoire à 1-0 de Palmeiras à São Paulo, mais qui se fait sortir au penalty avec un pauvre penalty raté de ce pauvre Egidio, un latéral, je parle de lui rapidement, qui en prend plein la tronche par la Torcida de Palmeiras depuis ce match, et qui a mis un superbe but il y a 2 semaines contre j'ai déjà oublié, mais qui a mis un superbe but qui s'est racheté. C'était contre Fluminense, qui s'est racheté juste en mettant une superbe praline. Et quart de finale donc, dont on va parler maintenant. Nouvelle victime brésilienne, Barcelona de Guayaquil joue le fameux Santos de Neymar et de Pelé, et pas le Pelé Neymar de Santos, soyons clairs. Et donc premier match à Guayaquil, pas à Barcelone, à Guayaquil, contre le Santos, match nul 1-1, après que Santos ait ouvert le score, mais on sera d'accord pour avoir assisté à ce match avec une grosse domination de Guayaquil. Et même topo, voilà, on s'attendait à ce que Santos prenne le match à son compte au retour. Eh bien, pas du tout, ou très peu. Voilà. Guayaquil a complètement fait jeu égal avec Santos, voire même, je trouve, dominé au match retour, et a fini par s'imposer 1-0 à Santos. Messieurs, Barcelona, qui historiquement, en tant qu'équipe équatorienne, n'est pas forcément attendu comme un gros caïd de la Libertadores. Cette année, il y a vraiment quelque chose à Barcelona, parce que Santos, c'est pas une équipe de Mickey, et ce qu'ils ont montré sur le terrain à l'aller comme au retour, c'est quand même, voilà, c'était beau, c'était du très beau jeu, c'était du beau jeu, du bel engagement. Est-ce qu'on n'a pas là un favori caché? Qu'en pensez-vous? On a une équipe qui va en embêter plus d'un, ça c'est sûr, qui en a déjà embêté plus d'un, tu vas me dire. Après, c'est une équipe qui a quand même déjà joué 2 finales de Libertadores. Je parle du club en général. Si je me rappelle bien, la dernière, ça devait être contre Vasco, je crois. Et c'est une équipe qui sort d'une année 2016 où elle a en Équateur. Elle a été, ils ont claqué une foultitude de records en termes de nombre de points, de différence de buts, de victoires, de tout ce que tu veux mettre dans le Guinness Book des records. C'est une équipe qui a fait de la Libertadores sa priorité cette année au fil des trucs. Deux finales, je te coupe pour alimenter tes propos. Ouais. 2 finales de Libertadores, en effet. La première en 90 contre les Paraguayens de l'Olimpia d'Asunción, et la seconde, en effet, en 98 face au Vasco de Romario, si on est en 98, très logiquement. Je t'en prie. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est une équipe qui a. Alors, si on fait un peu d'histoire, c'est une équipe qui a fait sa gloire en Équateur. Et pour beaucoup, le club est considéré comme El Ídolo del Ecuador. Tu vois, voilà. Ils ont fait leur histoire sur des exploits continentaux. C'est la première équipe à battre Estudiantes dans les années 70 en Libertadores. À l'époque, Estudiantes n'avait pas perdu un seul match de Libertadores chez lui. Les premiers à les faire tomber, c'est eux, ça doit être en 71, si j'ai bonne mémoire. Et à cette époque-là, Estudiantes vient d'en gagner 3, Libertadores. Donc voilà, c'est l'équipe cette équipe-là, tu vois, on parle souvent d'ADN des clubs, n'importe où, l'ADN européen. Oui, toujours un savoir-faire, c'est dans l'ADN du club.
Et n'en déplaise Exactement. aux Parisiens, ça ne se crée pas en 3-4 ans. Non, ça ne se crée pas. Même si Paris a quand même un petit peu À son d'histoire passé européenne quand même. européen, Tu vois, je et suis justement, ils ont C'est vrai. cette histoire-là. C'est ce qui fait la différence dans les grands moments. C'est-à-dire qu'un club qui a un passé continental, eh ben, les joueurs ont beau changer, les entraîneurs ont beau changer, les présidents ont beau changer, ça reste l'ADN du club. Et Barcelona a fait sa légende en Équateur sur des exploits en Libertadores notamment. Et voilà. Après, pour en revenir à leur côté chasseur de tête brésilienne. Face à Botafogo, le match, si tu disais, hein, ils gagnent au retour, à l'aller, ils font match nul, ils doivent gagner. Face à Palmeiras, le match retour, merci Doudou, parce que sinon Palmeiras se fait défoncer. Ouais, c'est pas lui qui marque, hein, mais s'il n'y a pas Doudou, il n'y a pas Palmeiras. Globalement, cette saison, quand il n'y avait pas Doudou, il n'y avait pas Palmeiras. Donc, ouais, c'est un peu ça. Donc, ils ont quand même beaucoup gâché, ils doivent tuer le match avant. Et face à Santos, bah, c'est pareil. Hein, Santos en est presque bien tiré dans l'ensemble. Mais voilà, c'est une équipe, qui va être embêtante jusqu'au bout et qui risque de bien embêter Grêmio. Ouais. Oui, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce Barcelona. Voilà, l'équipe actuelle, au-delà du savoir-faire de l'équipe qui, comme tu le rappelles, n'est historiquement pas vierge de résultats en Libertadores, notamment sur le 8e et le quart de finale, puisque c'est quand même là qu'on va dire tu rentres le plus dans le dur de l'événement. Voilà, ce Barcelona de Guayaquil qui ne partait pas favori contre Palmeiras et pas favori contre Santos, a fait bien plus que des jouets. Voilà, elle a joué et elle a battu clairement ces équipes brésiliennes. Contrairement à, pour revenir à Jorge Wilstermann qui j'aurais du mal à dire a battu l'Atlético Mineiro. Ils ont éliminé l'Atlético Mineiro, mais ils n'ont pas battu. Ils ont joué, voilà. Non. Voilà, ce Barcelona avec ce qu'ils pouvaient, ils ont fait avec leurs moyens. Voilà. Et ce Barcelona de Guayaquil, voilà, la différence, c'est qu'ils ont joué et ils ont battu. Ils étaient plus forts, tout simplement. Ils ont été plus forts que Palmeiras et plus forts que Santos. Notamment, voilà, moi je l'ai vraiment vu sur ce match retour. Et ce match retour, d'ailleurs, il y a un fait un peu révélateur, puisque le joueur un petit peu on fire de Santos actuellement, l'ailier Bruno Henrique, qui est revenu au club, qui est arrivé au club cette année, hein, pour cette saison, qui met but sur but en ce moment et qui porte Santos en place de dauphin en championnat, a tout simplement fini par craquer, et c'était complètement de la rage, de l'agacement. On sentait vraiment de la fébrilité totale, puisqu'il a fini par prendre un rouge pour un crachat complètement stupide sur Gabriel Marquez, je crois. Ouais. Sur Gabriel Marquez. Et moi j'ai une question aussi, puisque moi, un joueur qui m'a énormément plu depuis que je regarde le Barcelona de Guayaquil cette année, c'est son attaquant, son numéro 9, c'est Jonathan Alves, qui est, ma foi, très bon, qui a été déterminant pour le parcours de son équipe, qui est uruguayen. Et qui ne sera pas là en demi-allée. Et qui ne sera pas là en demi-allée pour un rouge fort sévère quand même, non ? J'ai presque envie de dire scandaleux. Oui, on est d'accord. Voilà, c'est du grand n'importe quoi, mais bon, voilà, il a pris son rouge. Je sais pas, est-ce que c'est la vengeance de l'arbitre ? Je sais pas, ça va faire du mal, hein, parce que après ils ont d'autres armes. Hein. Non, je sais pas. Enfin, franchement, j'en sais rien. Tu vois, si on a les théories du complot, il va falloir se pencher sur celle-là. Pourquoi virer Jonathan Alves là-dessus ? Je sais pas. J'ai trouvé ça sévère aussi. Ça va leur faire mal parce que c'est pour le coup, c'est un vrai, c'est leur vrai neuf, quoi. Et c'est un mec qui voilà qui a écrit une belle histoire, hein, en Équateur. Alors les les supporters de River le connaissent parce que il a raté un penalty avec la LDU face à River qui avait permis à River de se qualifier de justesse en Sudamericana, si j'ai bonne mémoire. Et voilà, et il est arrivé à Barcelona, il continue d'empiler des buts. Ils ont d'autres armes, mais ils n'ont pas d'avant-centre de son calibre, donc ça va compter. Il a un gros caractère quand même, le Alvarez. Hein. J'ai vu quelques matchs Alves depuis le début du tournoi. Et il est toujours à la limite de la provocation. Donc après, c'est sûr que sur ce carton rouge, c'est clairement que c'est pas mérité du tout, mais il a un gros caractère et il fait partie des joueurs qui ont une belle carrière en Amérique du Sud et qui n'ont pas eu trop leur chance en Europe, ou alors qui se sont un peu foirés, entre parenthèses. J'ai envie de te dire que ce n'est pas grave, puisque comme l'Europe se plaint parfois après, par la Chine, sur ce club, faut aussi, comme on parlait avant du Recibimiento, ils ont aussi un
Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Je vous conseille aussi, chères auditrices et chers auditeurs, de regarder les recibimientos du stade. Vous allez m'aider, le stade de. C'est un Le monumental Monumental. aussi. Bah oui, c'est un Oui, monumental. c'est le Monumental de Guayaquil. Monumental et Guayaquil, magnifique. qui est tout simplement une cathédrale jaune. Ah, Magnifique. c'est un stade exceptionnel. Une ambiance C'est le de Dortmund. feu. Ouais. Oui, un peu. Oui, on peut La Ouais, tribune mais de gauche est énorme. Ouais, mais Dortmund, c'est la version enfant alors. Ouais, non, Parce que- ouais, de toute façon, c'est à l'image de quand la même, quand même. Tu peux pas. Mais pour revenir juste pour finir pour Barcelona, moi je les avais déjà vus, même si cette année le national, le tenant du titre, n'était pas en forme du tout et on peut dire ce qu'on veut, ils ont été éliminés lamentablement dans le groupe. Mais dès la phase de groupe, le premier match ou le deuxième ou tout de suite le Barcelona de Guayaquil qui gagne, ça montrait déjà qu'ils avaient quelque chose dans le ventre. Après, c'est sûr qu'ils ont aussi alterné le moins bon avec une grosse défaite à Buenos Aires contre les Estudiantes 3-0. Mais je reste sur le pari que j'avais dit plus tôt que je vois bien une finale toujours River-Barcelona. Ouais, après, ils sont restés sur une défaite. Ils avaient fait le plus dur sur la phase aller. Peut-être qu'ils ont laissé Ils sont dérouler. sortis, ils sont sortis d'un groupe de malades quand même. Quand tu tapes oui. l'Atlético Nacional, Estudiantes et Botafogo, qui est super chiant à jouer. Ouais. Oh non, c'est facile, ça va. Pas de problème. Enfin, Il n'y a pas du tout du savoir-faire en plus dans ces équipes-là, puisqu'on parlait de savoir-faire continental. Dis-tu, bah non, c'est ça, ils sont sortis d'un groupe de malades, de fous furieux, Barcelone. C'est de la mort, je pense, de toute façon, non? Si on regarde un peu les. On l'avait, ouais. quand on avait fait un premier spécial Libertadores, tous les deux, Nicolas, il me semble qu'on avait classé ce groupe, un peu groupe de la mort. Ouais, clairement. Puis après, le national, c'est éteint, quoi. Ils vont recevoir au match retour. Donc, le numéro 9 qui n'a pris qu'un match de suspension va pouvoir être disponible, justement. Et on va peut-être penser qu'au match aller, ils vont proposer une tactique un peu plus défensive pour pouvoir faire la différence au match retour. Barcelona, il se déplace à nouveau. Non, il se déplace au retour. Hein. Oui, il se déplace. Donc alors pour information, Barcelona va donc une nouvelle fois, on ne change pas une équipe qui gagne, jamais 203, va affronter un club brésilien, Grêmio, dont on va parler après, et donc il se accueillera Grêmio en premier et se déplacera à Porto Alegre ensuite. Grêmio avait fini avec plus de points. Et River reçoit et se déplace sur le terrain de Lanús. Mais on en parlera. Moi, je voudrais juste toucher un mot de Santos avant de passer au prochain quart de finale. Santos qui, à l'image de Grêmio, a un peu galéré à jouer sur les deux plans en championnat et en Copa Libertadores, et a joué parfois un jeu dangereux en lâchant un peu du lest en championnat, laissant Corinthians, qui est le leader, partir avec des dizaines de points d'avance, même si le match là se réduit un petit peu en ce moment. Santos se retrouve un peu quand même un peu couillon, quoi. Voilà. Parce qu'ils ont lâché pas mal de points depuis le début de la compétition en championnat, en faisant tourner, en mettant une équipe B face à des petites équipes, en la prenant à la légère, mais mine de rien, voilà, quoi. Et le résultat s'en est ressenti. Les petites équipes ressortaient avec 1 voire 3 points, et il s'est retrouvé avec ce désavantage, cet écart avec le leader Corinthians, et se retrouve tout ça pour jouer donc à fond la Libertadores, et finit par se faire éliminer par Barcelona, et en plus j'ai envie de dire pas en tombant les armes à la main, parce que voilà, quoi, ils en sortent pas grandis. Match retour chez eux, ils perdent 1-0, ils se sont fait complètement dominer pour une équipe qui normalement a énormément de coffres, avec des joueurs comme Lucas Lim, comme Copete, qui est un peu vieux, enfin qui est un petit peu plus sur la fin, mais qui est encore un très bon joueur. Évidemment Ricardo Oliveira devant, voilà, il y en a plein. Et du coup, donc Bruno Henrique qui est en feu en ce moment. Voilà, c'est pas Santos se faire sortir comme ça, c'est un peu moche, et on a envie de leur dire bien mal vous en a pris. Voilà. Et sinon, il y a aussi l'histoire dans le stade après le match. Qu'est-ce qui s'est passé? La police les a enfermés ou quelque chose comme ça? Ah, ma foi, j'ai pas du tout entendu ça. Ah, il y a eu une histoire, je crois, après le match, comme ça s'est mal fini. Je ne sais pas si c'est entre les supporters de Santos et du club adverse, ou c'est juste entre les différents supporters de Santos, mais à ce qui paraît, la police les a
loqués, les a enfermés dans le stade pour pas qu'ils… Tu confonds pas avec la finale de Copa do Brasil entre Flamengo et Cruzeiro. Je sais Parce que pas. là, il y a eu des très gros incidents et c'est à peu près ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont enfermé certaines Libertadores, organisadas dans certains endroits du Maracana alors qu'ils voulaient absolument pas être là. Et enfin bref, ça a été à confirmer, mais j'avais vu un article passer comme ça qui disait comme quoi la police avait dû enfermer des supporters pour pas… Rien entendu du côté de arrivent dans les vestiaires. Ah ok, bon bah alors c'est peut-être pour la finale comme tu dis, je me suis peut-être trompé. Non, j'ai rien entendu du côté de Santos, d'autant plus que la Torcida Jovem, la plus grosse organisada de Santos, fait partie quand même des organisadas assez respectables, dans le sens où ils se comportent pas plus que ça comme des animaux, contrairement à plein d'autres, et que c'est un club d'expérience et on va pas dire qu'ils sont contents et on va pas dire qu'ils vont faire la fête à leurs joueurs ou qu'ils ont fait la fête à leurs joueurs, mais ils ont l'expérience et ils savent que voilà, ce sont des choses qui arrivent. Ok, bon après normal leur ça ou alors des inerties humaines à Santos de peut-être trop courir de lièvre à la fois ou voilà. Mais j'avais vu ça. C'est peut-être juste une partie où je me suis peut-être complètement trompé, mais j'irai revérifier ça. Il me semble pas. Une dernière chose, messieurs, sur Santos Barcelona. Bah écoute, non, comme tu dis, ils ont voulu prioriser les compétitions et quand tu priorises les compétitions, tu finis par rien gagner. Voilà, donc ils sont pas les seuls à le faire, il y en a d'autres qui le font. Hein. Rodolphe est bien placé pour en parler en ce moment avec son Racing. Je t'entends pas. Allô, je n'entends rien. Non, mais voilà, il y a des équipes qui arrivent à jouer sur les deux tableaux, il y a des équipes qui arrivent à gérer les deux tableaux tout en reconstruisant. River en est l'exemple. On va aborder Lanús, c'est exactement la même situation. Voilà, faut jamais trop s'amuser à essayer de donner des priorités à gauche à droite parce que voilà, c'est ça au final. Comme tu disais, on a envie de dire à Santos, bien fait. Voilà, c'est ça. Et puis après, tu ne priorises pas. Oh là, j'arrive même plus. Je parle même français. Quand tu veux prioriser une. Quand tu veux prioriser. Ça ne sera pas coupé au montage. Hein. Non, mais j'accepte ma différence. Quand tu veux prioriser une compétition, des fois, même quand tu veux faire ça, tu joues très mal. Et comme l'a dit Nico, le Racing, c'est un peu ça. Ils veulent le faire, mais en plus, ils jouent très mal. Donc, ça aide même pas. Quoi. Ça rattrape rien. Très bien. C'est vrai. Et ma foi, Nico, tu as évoqué Lanús et c'est parfait. Tu fais parfaitement la transition puisqu'on va passer aux deux autres quarts de finale. C'était un peu moins passionnant que ces deux premiers, mais qui ont des choses à ressortir tout de même. Donc, comme on vous l'a dit, deux autres quarts de finale qui opposaient des clubs de même pays. Une confrontation purement brésilienne entre Botafogo et Grêmio, et donc une autre purement argentine entre San Lorenzo et Lanús. Moi, je vous propose de débuter par le moins barbant des deux, des résumés que j'ai vus. San Lorenzo Lanús entre Argentins. Et là, du coup, je vais me tourner plus vers Rodolphe et Nico. Et toi, ma foi aussi, Thomas, si tu suis très bien le championnat argentin. Moi, j'avoue que parfois, en tout cas, je le suis moins que vous, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce… Je rappelle les scores. San Lorenzo recevait à l'aller, s'est imposé 2-0 et Lanús recevait au retour et a fini par s'imposer au penalty après avoir attrapé son 2-0. Qu'est-ce qu'on peut sortir de cette finale, messieurs? Le quart de finale, pardon. Moi, je dirais chapeau à Lanús. Tout simplement parce que depuis son dernier titre de champion, il y a plein de joueurs qui sont partis, dont Almiron, qui était le maître artificier de cette équipe. Et on s'est dit, Lanús, ça va mal se terminer la saison d'après, ils vont plus rien faire. Ça s'est un peu mal passé, c'est vrai, mais ils ont réussi à se rattraper. Là, ils font un petit début de championnat qui est pas si mauvais que ça. Et puis là, ils ont réussi à remettre en route la machine, entre parenthèses, avec des joueurs historiques comme El Pepe Send, qu'il faudra parler parce qu'il est terrible tant sur le championnat. Il a encore marqué, je crois, un triplé la semaine dernière contre le Gimnasia Plata. Même si c'est des pénaltys, il faut les mettre. Et Almiron, le coach, qui arrive à mixer cette dose d'ancienneté et de jeunesse avec l'ancien du Racing, comment il s'appelle de nouveau, qui est latéral, qui joue en sélection. Donc, je trouve c'est vraiment beau. Bravo Lanús de ce côté-là.
Historiquement, San Lorenzo est censé être un peu un plus. Quand on parlait justement de tout l'historique, savoir-faire continental, etc., San Lorenzo est censé avoir plus de bagages que Lanús, non? Eh bien, oui, historiquement parlant, même si les compétitions continentales, c'était un petit peu. San Lorenzo fait partie des 5 grands d'Argentine et pendant très longtemps, ça a un petit peu pesé le fait qu'il n'ait pas gagné de Libertadores avant 2014. Donc, c'était un peu la vanne habituelle, hein, San Lorenzo et ses Libertadores. Après, sur le 21e siècle, Lanús est une équipe qui compte. Depuis même 20 ans, depuis qu'Hector Cooper est passé en 95, je crois, de mémoire. Voilà, c'est une équipe qui est la pente ascendante et qui, sur le 21e siècle, à l'époque de Barros Schelotto, ça tournait déjà plutôt bien, Lanús. Et voilà, c'est une équipe. La force sur match-là, voilà, c'est un duel 100% argentin. Donc là, tu vois, pour le coup, l'expérience continentale, je suis pas sûr qu'elle pèse plus que ça, hein, parce que ça ressemble quand même. Ils se connaissent énormément, ouais, du coup. Ouais, et puis on aura beau dire que ça a beau être un match continental, un match entre deux équipes d'un même pays, ça sent quand même pas autant les parfums continentaux que le reste, quoi. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça nivelle un petit peu sur ça, sur l'aspect ADN, on va dire. Mais Lanús, ces dernières années, enfin voilà, ils gagnent une Sudamericana en 2013, hein, donc tu vois, c'est très récent. C'est des équipes qui sont souvent bien placées. Bon, Lanús, là, la demi-finale, ils n'ont jamais fait ça en Libertadores. C'est leur coach, c'est Almiron, hein, qui a réussi. Rodolphe l'a dit, hein, ils ont perdu leur principal atout au niveau de l'animation offensive avec Miguel Almiron. Et il a tout réorganisé, il a réorganisé son équipe, il a gardé son 4-3-3, il a gardé ses joueurs de couloir qui sont toujours hyper importants, et il arrive à gérer sans ce gamin-là, sans lui, et ça, voilà, il y a eu un petit temps d'adaptation, ils se sont quand même tranquillement promenés dans leur groupe, hein, même s'ils ont été bien aidés par la Chapecoense, merci pour les 3 points. Et Chapecoense, on le rappelle, qui a perdu ses 3 points sur tapis vert en ayant aligné un joueur non qualifié. Voilà, qui a marqué le but de la victoire. Qui a marqué le but de la victoire en plus. Donc bon, pour le coup, voilà, c'est mérité. Voilà. Et donc, bon, moi je les avais bien suivis sur cette compète. Je me souviens les avoir commentés aussi sur le match face au National où ils vont gagner à Montevideo sur la dernière journée, si je me rappelle bien, ils gagnent 1-0. Voilà, c'est une équipe, ça bosse bien, hein, Lanús, depuis qu'Almiron est arrivé, ça bosse bien, c'est cohérent, c'est consistant, c'est équilibré sur toutes les lignes. C'est loin d'être gagné, hein, pour River. Et du côté de San Lorenzo, qu'est-ce qui s'est passé? San Lorenzo, comment dire, c'est marrant parce que c'est parti vite. Hein. Ouais, on s'est dit ça va être comme River, les 2 buts en première mi-temps assez rapides, et puis après, ben. Ouais, San Lorenzo, c'est sur courant alternatif. Ils sont capables de faire des bons matchs. À l'aller, ils n'avaient pas été si mauvais que ça. Ils avaient été pas mal à l'aller. Là, au retour, ils ont pris. Franchement, voilà, il y a 2-0 après un quart d'heure de jeu. Donc, qu'est-ce que tu veux faire dans ces conditions? Moi, j'ai du mal avec San Lorenzo. Plus ça va, moins ça joue. Ils ont pourtant des joueurs de qualité. Oui, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus ça repose sur les performances de Nico Blandi. Et Bellucci. Ouais. Et c'est surtout Bellucci et Blandi. Après, c'est une équipe qui a mal géré certaines choses. Je vois, par exemple, tu vois que Mercier est toujours là, est toujours omniprésent, alors que Guédé s'est barré à cause de Mercier parce qu'ils avaient prolongé Mercier. Je suis pas convaincu que ça soit un mec qui te. Enfin, je sais pas. Hein, là, par contre, j'extrapole un petit peu, mais voilà, il y a souvent eu des soucis. Mercier, c'était souvent le nom qui revenait. Ils ont un peu laissé partir Ortigoza, jeter un peu. Ils n'ont pas vraiment remplacé. Ils n'ont pas cherché vraiment non plus à le conserver. Hein. Il a un peu gros. Enfin, il s'en est un petit peu plaint par la suite. Alors que voilà, tu vois, Ortigoza, c'était San Lorenzo, quoi. C'était San Lorenzo. J'ai envie de dire qu'Ortigoza, pour perdre sur une séance de penalty, voilà, tu perds pas. Avec Ortigoza, tu perds pas. Et pourtant, ils ont quelques jeunes sympas. Hein. Ils ont quelques jeunes sympas. Même Merlini, Rojas, c'est pas mal. Mais même l'international chilien. Mais ouais, Paulo Diaz. Mais voilà, après. Ça a du mal à se mettre en place, quoi. Ouais, et puis Paulo Diaz, il joue dans un couloir alors que c'était un central. Enfin bon, bref. Mais voilà, c'est une équipe qui est sur courant alternatif. Et c'est compliqué. San Lorenzo, c'est compliqué, j'ai envie de dire. Au final, Aguirre est parti et voilà. Diego Aguirre. Au final, c'est le plus sérieux des deux qui est passé en fin de compte. Ouais, c'est le plus sérieux, clairement. D'ailleurs, Aguirre s'est fait virer. Hein.
depuis. Oui, Hein, ouais, c'est ça. Et on parle de Mais tu Gabi vois, Heinze d'ailleurs qui pourrait peut-être. parler de tout le monde. Donc, Pas faux. on est en train de parler d'Almeida en ce moment. Donc, voilà, ils sont en train de parler de tout ce qui, Chivas de Guadalajara. voilà, tout ce qui est argentin est annoncé à San Lorenzo. Voilà, pas compliqué. Donc, si tu vois, c'est à l'image du reste. T'as l'impression que il n'y a pas vraiment de. Enfin, tiens, en France, on dirait il n'y a pas de projet, mais San Lorenzo, je ne sais pas où ils vont. Ils ont largement de quoi faire mieux dans leur effectif, dans l'histoire de ce club-là. Et voilà, je sais pas, je sais pas où ils vont, je sais pas où va San Lorenzo. Et voilà, on l'a dit. Il y a une équipe sérieuse, il ne l'est pas. L'équipe sérieuse est passée, pareil, tu vois, on disait bien fait pour Santos. On a envie de dire tant mieux pour Lanús. Eh bien, ma foi, pour ce duel d'Argentins. Quand tu disais il n'y a pas de projet, j'ai envie de te dire, pour faire petite parenthèse aussi, ça ne me dérange pas qu'on me dise qu'il y a un projet ou pas de projet dans une équipe tant qu'on ne me parle pas. Et ça, c'est un mot MAUX, ça veut rien dire, un mal. Un mal. Un démo. Un des mots, voilà, un des mots du verbiage footballistique que j'entends, que je n'entends que trop dans les médias et dans la presse, etc. C'est le fameux fond de jeu. S'il vous plaît, arrêtez de parler de fond de jeu. Ça ne veut absolument rien dire, un fond de jeu. Moi, un fond de sauce, ouais, voilà, moi je cuisine pas mal et tout, j'utilise beaucoup de fond de sauce, voilà, le fond de veau, le fond de volaille. Mais alors, un fond de jeu, ça veut rien dire du tout. Ou alors faut vraiment me l'expliquer parce que je comprends pas. Fond de jeu. Voilà, c'était pour ma parenthèse, mon cri, mon el grito, mon coup de gueule. Enfin donc, eh bien on va terminer sur ce Botafogo Grêmio. J'étais un peu dur sur le côté barbant de la chose. Enfin, quoi que sur le match aller, non, c'était clairement barbant. Il y a eu un vieux 0-0 tout naze, pas de grosse action. Enfin, voilà. Mais disons, voilà, ça n'aura pas été très prolifique. Mais le retour fut tout de même agréable à regarder. Moi, comme il y avait le match de Santos en même temps, j'ai préféré le match de Santos justement pour voir Barcelone Guayaquil. Mais je me suis fait un bon gros résumé de Grêmio Botafogo. Et il y a quand même eu des actions. Et moi, ce que je revis, oh si, allez, quand même, un petit peu. Oui, c'était pas transcendant. Non, c'est pas transcendant, mais voilà. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire que c'est pas forcément le plus méritant qui doit passer. C'est peut-être le plus talentueux des deux, mais pas le plus méritant. Pourquoi ? Parce que Grêmio a une sacrée Dream Team, niveau Brasileiron, notamment porté par le jeune prodige Luan, qui a été acheté par... c'est un moscovite. Dynamo, je crois. Non, il a refusé. Qu'est-ce que je dis ? Il a même pas été acheté, il a refusé. Il me semble qu'il a refusé, il a reporté. Peut-être qu'il ira, peut-être qu'il y a un accord de principe entre les deux, je ne sais pas, mais il avait... Je crois qu'il a signé, mais c'est pour plus tard. Peut-être, alors. Je ne sais plus s'il y a un accord de principe ou c'est signé, mais en tout cas, il avait émis le souhait de jouer, d'effectuer l'année 2017 complète avec Grêmio, pour notamment jouer le championnat et la Libertadores. Et quand je parle de plus méritant, c'est justement un peu pour ça, c'est-à-dire que Grêmio a joué un peu le même jeu que Santos, en courant 2 lièvres à la fois, en pistant deux compétitions en même temps, et également, pareil à Santos, a perdu énormément de points en mettant une équipe réserve contre des petites équipes en championnat et a laissé Corinthians partir à des années-lumière. Alors pour l'instant, ça a payé pour Grêmio, mais voilà, c'est pas glorieux. Alors que Botafogo, totalement à contrario, est une équipe qui était promue l'an passé, qui s'est qualifié directement en Libertadores après son retour parmi l'élite, et qui a perdu beaucoup de ses joueurs vedettes de l'an passé. On pense au gardien Sidan, parti à São Paulo, on pense à Neilton, parti à São Paulo, et bien sûr à Sassin, l'avant-centre caractériel et un peu bling-bling, mais très, très grand, très bon buteur, parti au Cruzeiro. Et Botafogo a su se refaire et a su continuer. Ils ont perdu d'ailleurs, j'en profite aussi pour parler de Montijo, qui est leur milieu de terrain argentin, qui a eu des problèmes personnels. Et donc voilà, c'est une équipe qu'on avait envie de voir réussir parce que c'est un fabuleux collectif.
Et d'ailleurs, en ce moment, ils sont toujours en train de réussir en championnat, hein. Ils sont en train de jouer la qualification pour les Libertadores. C'est une équipe qui va très bien. Une équipe qui, allez, on va pas parler de beau jeu parce que c'est pas tout à fait vrai, mais au moins de vaillance. Et moi, ce que j'aime dans le football, c'est qu'il faut avoir des gentils, des méchants, des beaux, des moches, puisque c'est un beau reflet du monde. Et des équipes vaillantes comme ça, il en faut. Voilà, c'est une équipe qui joue son va-tout et qui le fait bien. Avec bravoure. Et là, on a vraiment cru que ça aurait pu passer. C'est pour ça que je dis que sur le retour, tout n'était pas acheté. C'est-à-dire que Botafogo a réussi à se créer des actions, plusieurs actions vraiment chaudes et aurait pu passer. Bon, au final, c'est Grêmio qui l'emporte grâce à son but de l'ancien Payadin paraguayen Lucas Barrios. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà mon avis. Je suis déçu pour Botafogo parce que il l'aurait mérité. C'était une équipe sympa. Et Grêmio, j'ai envie de leur dire un peu comme à Santos, quoi. En plus, ils jouent Barcelona après, qui rigole pas du tout. Jouez les choses clairement ou mettez-vous vraiment sur une vraie dynamique, mais c'est pas du coup en faisant des mauvaises performances en championnat, puis en devant retrouver la victoire après en Libertadores qu'on fait quelque chose de fou. D'ailleurs, il y a souvent une question dynamique, c'est-à-dire que même si tu mets l'équipe titulaire tout le temps, au moins t'engranges les victoires, tu es sur des dynamiques de victoire et voilà, tu gagnes et tu te poses pas la question. Donc voilà, j'ai envie de dire à Grêmio, attention, et puis après voilà, c'est indéniable, cette équipe de Grêmio est très très talentueuse, donc pour ne citer que des noms dont vous entendrez peut-être parler à venir, cette défense centrale Kahneman, un ancien de San Lorenzo d'ailleurs, qui a gagné Libertadores en 2014, et Pedro Jeromel, un historique capitaine du Grêmio. Qu'est-ce qu'on a? On a Michel qui est très bon, un milieu défensif, Fernandinho qui a éclaté cette année, un ailier Ramiro qui était déjà l'année dernière. Ah voilà, puis le petit Arthur aussi. Voilà, c'est une équipe talentueuse. Alors montrez-le quoi. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Ouais, mais j'ai presque envie de te dire que si Grêmio avait Jair Ventura, il serait leader au Brésil, quoi. Et il serait sans problème en Libertadores. Parce que tu l'as dit, hein, moi j'aime. Enfin bon, après c'est peut-être mon côté. J'aime beaucoup Botafogo de manière générale. Mais cette équipe-là, avec plus de joueurs de talent, elle aurait été encore plus compliquée. Pareil, on a parlé tout à l'heure de Barcelona qui est sorti d'un groupe de la mort. Ils sont sortis derrière Botafogo, hein. Donc voilà. Et tu l'as bien résumé, hein, c'est une équipe qui a perdu ses meilleurs joueurs. Je peux même rajouter Camilo, si je me rappelle bien, qui était là l'année dernière. C'est vrai. Avec sa coupe en Chine, si je ne m'abuse. Ah, je sais plus où il est parti, mais non, il n'est pas à l'international. Oui, il est parti. Il fait partie de ces joueurs qui sont partis en D2 pour l'international. Joueur de devoir, hein, Camilo, en plus, c'est vrai. Ça. Voilà. C'est pour ça que cette équipe peut que être sympathique. Voilà, c'est vraiment que des joueurs de devoir. Camilo, qui est un ancien de Chapecoense. Enfin, voilà, c'est ça. Tu vois, pour moi, le joueur qui symbolise le Botafogo cette année, c'est Rodrigo Pimpao, quoi. C'est clairement pas le mec. Voilà. C'est clairement pas le mec le plus unique. C'est pas le mec le plus beau à avoir joué. Mais alors, tu l'as dans ton équipe, tu vas la guerre avec, quoi. Et il fait le taf. Très clairement. Après, c'est une équipe qui était, moi j'aimais bien ce Botafogo qui était pas spectaculaire. On va pas dire que les matchs de Botafogo ils ont levé les foules, hein, cette année en Libertadores, mais voilà, elle fait le taf, elle est équilibrée. C'est exactement ce que je dis. Évidemment, aujourd'hui, on ne regarde que, ou on ne salue que les équipes qui produisent du beau jeu. Tout est pour le beau jeu. Bielsa, Guardiola, que j'adore aussi. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai fait. J'adore, c'est toujours magnifique à voir jouer. Mais pour moi, le football, c'est. Je fais souvent j'aime faire comparer le football au théâtre ou au cinéma, voilà, de la production de spectacle vivant. Et pour moi, dans le football, un match, c'est une reproduction théâtrale, c'est une histoire. Chaque match est une histoire. Et parfois, dans un match, dans une histoire, on aime bien les histoires avec des petits vaillants, des courageux qui n'étaient pas forcément les plus beaux au départ, mais qui s'en sortent. Voilà, c'est ça Botafogo. Et qui d'ailleurs, c'est presque une histoire. Et qui font les choses bien. Exactement, qui font les choses bien. Ils font les choses bien. Je veux dire,
Et puis tu vois le contenu de leur match. Enfin, je veux dire, on parle d'une très sérieux. Ils ont aucune star, aucun joueur qui est exceptionnel. Là, ils viennent de signer Léo Valencia, qui est un super joueur, hein, le Chilien qui vient d'arriver. Mais de Pimpao, ils ont Roger devant, Bruno Silva. Enfin, c'est pas des mecs. Roger, j'allais dire, c'est pour petite nouvelle, si vous n'avez pas entendu, c'est comme si d'ailleurs Botafogo cultivait cette sympathie malheureuse pour le coup, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a appris hier ou avant-hier, bref, que Roger, donc l'un de ses attaquants vedettes, était atteint d'une tumeur rénale, un peu comme ce qu'avait eu Abidal. Et que voilà, saison terminée et peut-être carrière sportive terminée, voilà. Donc je pense que l'expérience, voilà. Il a passé la trentaine, lui, hein. Il doit être à 31-32. En fait, je cherchais le mot, c'est pas repu, merde. Zut, bon, c'est pas grave. Mais voilà, un athlète d'expérience qui a peut-être probablement d'ailleurs terminé maintenant sa carrière là-dessus et qui faisait une super saison et faisait. Enfin voilà, pour dire que Botafogo, c'est à croire que le sort s'acharne et que le côté histoire, qu'il y a une espèce de dynamique historique d'empathie qu'on a envie d'avoir pour eux, voilà, ce pauvre Roger. L'étoile solitaire est vouée à rester seule. Voilà, c'est magnifique. Étoile solitaire. Merci. En plus, il s'appelle l'étoile solitaire. Ça ne peut que être un club de Romain. Ça peut être qu'un club qu'on aime. Non, mais après, voilà. Après, le club, c'est un club qui a pour idole historique des mecs comme Garincha ou El Loco. Exactement. Dire que non, mais c'est ça. Ça se cultive, c'est dans l'ADN. C'est exactement ça. Mais après, pour en revenir à Gremio qui s'est qualifié, voilà, tu parais sévère quand tu parles de Gremio, mais on est en droit d'être sévère envers Gremio. Tu l'as dit, ils ont un effectif assez impressionnant et ce qu'ils proposent n'est pas au niveau de ce qu'on attend de Gremio. Donc voilà, et évidemment, et tu as raison, s'ils se réveillent pas, s'ils se la jouent facile face à Barcelona, ça va leur faire bizarre. Mais bon, après, si tu regardes leur dynamique en Libertadores, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. Ils ont jamais été brillants. Ils n'ont jamais perdu à domicile. Non, c'est pas la dernière équipe. À domicile, ouais, possible. Après, je sais, ils ont perdu au Chili là. Ils ont perdu contre Iquique. Ouais. Mais je crois qu'à domicile, c'est la dernière équipe invaincue. J'ai vu une stat comme ça, je crois. C'est la dernière équipe invaincue à domicile. Je crois que c'est la dernière invaincue à domicile. C'est parmi les 4 qui restent, quoi. Mais pas depuis le début, non? Ils ont quand même perdu à domicile? Ils ont perdu à domicile, non. Donc c'est ça, donc c'est quand même une grosse forteresse à domicile, quoi. J'aime bien le Léo Moura. Pour être honnête, j'ai pas regardé beaucoup de matchs. Léo Moura, son expérience, c'est magnifique. C'est un vieux de la vieille. Hein. C'est pour ça, ouais. Pas pu être là ce soir. C'est 38 ans, Léo Moura, c'est une idole à Flamengo. C'est oui. Puis il s'est quand même permis de revenir jouer à Grêmio, les premiers rôles en Libertadores en championnat, après avoir fait un passage à Fort Lauderdale à côté de Ronaldo le vrai, en deuxième division américaine, après être passé à Goa avec tous les pré-retraités en Inde. Puis il est revenu par un club de Santa Catarina Metropolitano, enfin un truc voilà. Puis il est revenu finalement en se disant avec Graffic, petite pige à Santa Cruz pour relever le club. On dirait que c'est un mec qui avait abandonné, puis il y a des copains qui l'ont ramené, puis au fur et à mesure, il se et il a sa place. Je vais peut-être m'y remettre. Bon, je m'y remets. Et le mec, 38 balais, il s'y remet titulaire pour un demi-finale. C'est beau avoir joué. Ouais, c'est des beaux matchs. Un homme d'expérience, quoi. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, oui, tout à fait. Entraîné pas par Nesta, il faudra que je regarde. Je me demande si c'était pas Nesta son entraîneur. Je ne sais pas, mais parenthèse MLS, on parle de Nesta à l'Impact Montréal. Ouais, enfin. Ouais, bah oui, il y a joué, donc grosse communauté italienne. Bref. Eh bien voilà pour nos quarts de finale, je crois qu'on a fait le tour. Alors comme on l'a dit, on va terminer là-dessus rapidement. Et demi-finale donc, Lanús se reposer à River et Barcelona de Guayaquil se reposer à Grêmio. Donc nouveau choc argentin et nouveau défi brésilien pour les équatoriens de Guayaquil. Messieurs, commençons par toi, Rodolphe. Petit prono, petit commentaire en quelques phrases de ces deux demi-finales. Écoute, comme je t'ai dit, j'y crois maintenant encore plus dur comme fer. Finale River-Barcelona. Je le vois gros comme une maison. River, là, ils ont la dynamique pour eux en plus.
avec ce qui s'est passé contre le club bolivien. Je pense que ça va bien se passer. Et même si ça va être dur, hein, Lanús, comme on l'a dit avant, il y a des briscards. Il y a German de Nice, pour ceux qui suivaient un peu le championnat italien, qui est revenu en Argentine. De Naples et de l'Atalanta. C'est ça, il était à l'Independiente, ça s'est mal passé. Il a signé il y a pas longtemps à Lanús. Donc je pense qu'ils vont quand même passer. Et puis de l'autre côté, le Barcelona, on en a parlé depuis le début. Ils ont fait quelque chose de beau, et je pense pas que ça va se terminer maintenant. Donc dur comme fer, River Barcelona pour moi. Ma foi, bah écoute, je pense que ça va être souvent ça, mais bon. Thomas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vois un River Lanús très serré. J'ai vu Lanús évoluer face au Strongest à La Paz. Et le match retour où ils ont un bloc défensif très intéressant. Et moi, je vais mettre Lanús. Je pense que voilà, l'exploit est possible. Ça va être très serré, donc ça va se jouer sur peu de choses. Et dans l'autre partie, je vais mettre Sachant que pour le coup, je le précise, Lanús reçoit au retour. Exactement. Et je pense que ça va avoir son influence sur le résultat final, sur la qualification. Et ensuite, dans l'autre partie, je vais mettre Barcelona. J'espère qu'ils vont continuer sur le lancer et éliminer le huitième et dernier club brésilien, qui était en lice dans cette compétition. Je te sens un brin fâché avec Non, mais c'est vrai que parmi les clubs brésiliens, pas avoir le Grêmio, ultime survivant de la compétition. Quand on voit les Palmeiras et les autres clubs qui arrivaient au début en liste, je m'attendais pas du tout à que ça se termine comme ça. Ça faisait partie des gros favoris, mais je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être des équipes un peu plus sympathiques. On attendait peut-être des équipes un peu plus sympathiques. Il y a des équipes qu'on aime aimer un peu plus au Brésil. Donc Lanús, Barcelona pour Thomas, ma foi, et tu me fais mentir. Et para usted, señor Nicolas Hugo. Bah le côté Kurt dirait River, mais je le sens pas trop, hein. Franchement, face à Lanús, cette équipe-là me fait vraiment peur. Il y a plus de certitude côté Granate que côté Millonarios. Donc voilà, faut faire attention au trompe-l'œil, qui est la victoire face à Wilstermann. River ne le refera pas tous les week-ends, enfin tous les tours. Après voilà, on verra. Normalement, l'ADN va finir par parler, donc River devrait mieux gérer cette demi-finale émotivement parlant que Lanús, mais je me méfie de cette équipe. Et de l'autre côté, pareil, le cœur dirait Barcelona, mais je sens que la froideur de Grêmio va finir par passer. Et le match aller, Jonathan Alves, ça va compter. Ça peut permettre à Grêmio d'aller chercher un bon vieux 0-0 dégueulasse et de plier l'affaire de manière assez sale au retour. Donc, allez, je dirais River Grêmio. C'est ce qui part un peu plus favori. Et moi, si je dois donner mon avis, oui, en effet, j'ai envie de voir un River Grêmio. Voilà, ça c'est pour être un peu rationnel, parce que je pense que oui, en effet, c'est pas gagné contre Lanús comme vous l'avez dit, mais je pense que River a l'ADN, l'effectif et le coach surtout pour aller jusqu'au bout. On part à chaque fois de Gallardo dans d'autres clubs de plus en plus. Ses jours sur le banc de son club de cœur argentin sont chaque fois un peu plus comptés. Je pense que voilà, il a peut-être envie de terminer, de mettre les bouchées doubles pour terminer sur une sacrée bonne note. Après, vous allez me dire, c'est pas lui qui joue et c'est pas non plus totalement sur lui que tout cela repose. Mais voilà, moi je vois bien quand même River passer sur cette confrontation entre Argentins, et ma foi Barcelona de Guayaquil, comme tu l'as dit, l'aller sans Jonathan Alves, parce que là le côté joue bien joué et tout face à Santos et Grêmio, oui, Jonathan Alves était tout simplement quand même assez énorme, et jouer sans lui, je pense que ça peut énormément peser, surtout que le retour est au Brésil. Mais après, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup parler du football sur le plan historique, romantique, scénaristique. Et là, je dirais du coup River Barcelona. Voilà, moi mon cœur c'est River Barcelona, avec un River champion au final pour Monsieur Gallardo, et un Barcelona qui s'arrache et qui bat Grêmio, le froid Grêmio, qui se retrouvera Fanny. Ou alors un River Grêmio, un but de Barrios à la fin, il sort le maillot de la paillade, un truc dans le genre, quelque chose comme ça. Loulou forever, Loulou para siempre. J'avoue que ce serait assez magique. Pour expliquer quand même
à nos auditrices et à nos auditeurs pourquoi on est parfois aussi froid sur le Grêmio. C'est que le Grêmio au Brésil, c'est un peu une équipe voilà, c'est une équipe qui a d'énormes problèmes de racisme dans ses tribunes. Alors vous allez me dire l'équipe c'est pas forcément le reflet qu'il y a dans ces tribunes, mais en l'occurrence un peu, et c'est parfois un peu vrai historiquement au sein de l'administration du club. D'ailleurs, Ronaldinho, pourtant formé au Grêmio, n'est pas une grande idole du Grêmio. Allez savoir pourquoi. Alors que Renato Gaucho, qui est un beau blond, l'est. Bref, voilà. C'est pas forcément l'équipe la plus sympathique du monde, ce Grêmio, mais s'ils méritent leur place, ils méritent leur place. Eh bien, messieurs, merci pour ce podcast spécial Libertadores 2017 qui touche à sa fin. On attend maintenant les demi-finales avec impatience, demi-finales qui auront lieu match aller les 24 octobre et 25 octobre prochains et match retour 31 octobre et 1er novembre. Donc on vous le rappelle, qui poseront River à Lanús et Barcelona de Guayaquil à Grêmio. Merci à tous une fois de plus. On vous rappelle de venir nous suivre, de suivre évidemment nos comptes Twitter, que vous avez la possibilité de nous interpeller à propos de ce que vous entendez dans nos podcasts ou bien nos articles sur Lucarne Opposée, et bien entendu de nous suivre, de suivre le compte Twitter et Facebook de Lucarne Opposée et de suivre nos podcasts L'Autre Football sur YouTube, iTunes ou Mixcloud. Voilà messieurs, mesdames et messieurs, je vous remercie à tous. Merci à tous, j'ai complètement fait ma fin. Merci à vous. Mesdames et messieurs, merci à tous. On la coupera pas celle-là. Hein. Voilà, ouais, on la recoupe la Merci à vous. Vous m'emmerdez, je la refais. Mesdames et messieurs. Non, mais t'as pas pu. Ah, garde. Merci à vous. Merci à vous. 1, 2, 3. Mesdames et messieurs, merci à vous. Je vous dis à la prochaine. En attendant, portez-vous bien. Merci beaucoup.